Bonjour à tous. Donc, je suis le responsable scientifique pour Auréa Agrosciences, donc laboratoire d'analyse. Et puis, il se trouve que je suis aussi co-innovateur d'un groupe de travail au niveau du Comifère qui s'intéresse justement à la fertilité organique et biologique des sols. Donc, moi, je vais essayer de vous parler un peu justement la prise en compte ou pas d'ailleurs des indicateurs biologiques justement pour le raisonnement de cette fertilisation. Donc, en parlant déjà de... refaire un petit état des lieux quand même sur ce qu'on appelle un indicateur biologique et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de connaissances scientifiques sur les méthodes, les références ou autres, en faisant une petite partie sur l'aspect conseil de fertilisation, plutôt conseil de dose, et puis en terminant plutôt sur la partie gestion de fertilisation, puisqu'on verra, sans déflorer le sujet, que sur le conseil de dose, pour l'instant, il n'y a pas énormément de valorisation des indicateurs biologiques, mais qui peuvent servir dans d'autres contextes. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? On le redit, hein, mais à la base, donc, il faut avoir une méthode de mesure. On l'a plutôt centrée sur soit la biodiversité, soit l'activité, soit le statut organique des sols, qui doivent être bien sûr des mesures sensibles, reproductibles, si possible normalisées, donc sur lesquelles on a des confiances. Il y a eu tous les travaux qui ont permis de standardiser, de fiabiliser, et on va parler d'indicateurs quand cette mesure est associée à un référentiel, c'est-à-dire à minima des gammes de variation, mais surtout, et c'est ça tous les enjeux sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, les liens avec les fonctions du sol que vont représenter justement ces bioindicateurs. Et c'est ça qui va permettre de poser un diagnostic, puisque la mesure, dans l'absolu, ne nous permet pas de dire grand-chose. Et l'étape après, ultime, c'est que pour avoir effectivement un outil de conseil, ça va être une agrégation de ces indicateurs avec une mise en œuvre opérationnelle pour justement orienter ces facteurs qui nous intéressent. Donc si on s'intéresse à la partie méthode de mesure, il y a eu quand même depuis ces 30 dernières années quand même énormément de travail qui ont été faits. Il y a eu les programmes ADEME, bioindicateurs 1 et 2, il y a eu d'autres méthodes, d'autres projets aussi qui ont permis de faire un peu le tri sur les méthodes de mesure, parce que les mesures biologiques, c'est pas du tout récent. Il y en avait déjà au début du siècle. Les travaux sur les méthodes de biomasse par fumigation, c'est les années 70. Donc, du coup, c'est pas du tout récent. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait. Il y a eu, fin 2017, là, un guide là, qui a été édité par le ministère, qui faisait un peu un tour d'horizon, justement, de ces indicateurs, qui est en cours de remise à jour, d'ailleurs, au travers d'un autre groupe de travail au sein du RMT Bouclage, qui s'intéresse aussi aux bioindicateurs de la qualité des sols. Donc voilà, on commence à voir. Et puis, plus récemment, sur les 5-6 dernières années, il y a eu 2 projets, alors que je cite parce que c'est pas parce que j'y ai forcément participé, mais du coup, qui ont aussi pas mal contribué à ces aspects choix d'indicateurs, méthodologie, validation, donc le CASDAR microbiotaire et le PIA ADEME agroécosol, qui ont permis justement de commencer à dégager à des lots d'indicateurs qui concernent la biologie des sols et qui vont justement proposer un certain nombre d'indicateurs que je vais commencer à lister ici. Alors, je me suis focalisé sur les indicateurs qu'on mesure au laboratoire. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent se mesurer sur le terrain, notamment certaines méthodos comme du carbone actif. Donc, j'inclus dans les indicateurs biologiques tout ce qui va concerner les compartiments de carbone et d'azote, même si ce n'est pas directement de la mesure de la biologie des sols. Mais pour simplifier le discours, aujourd'hui, on va les inclure quand même dans les indicateurs biologiques. Donc avec différentes méthodes, comme on le disait, le carbone microbien par fumigation, des méthodes de minéralisation qui ont été citées ce matin, des méthodes d'estimation de l'azote minéralisable, des compartiments de matière organique, des différentes fractions de matière organique. Donc là, quasiment tout est normalisé ou presque. Et voilà, c'est des choses qui commencent à être utilisées. On verra sous quel contexte. D'autres méthodos qui vont s'intéresser plutôt à l'activité, là plutôt des organismes du sol. Donc là, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui va être activité enzymatique, donc soit en lien avec les cycles du carbone, de l'azote, du phosphore ou du soufre. Là aussi, il y a des normes de mesure qui existent aujourd'hui. Et puis, les, entre guillemets, vrais indicateurs biologiques avec les activités enzymatiques qui vont s'intéresser vraiment aux vivants, c'est-à-dire on va caractériser les organismes du sol, est-ce qu'ils sont présents, donc quelle abondance ils vont avoir, et est-ce qu'ils sont divers, est-ce qu'il y a, voilà, j'ai de la diversité dans mes organismes, donc soit par des techniques moléculaires pour tout ce qui est bactéries, champignons, et puis également par plutôt des techniques d'identification visuelle pour les organismes un peu plus gros, comme par exemple nématodes, colamboles ou vers de terre et carabes. Donc,
Il y en a d'autres, forcément, hein, mais ceux-là, on va dire qu'ils ont commencé à être relativement bien instrumentalisés, fiabilisés, et on le verra aussi, surtout, c'est qu'on commence aussi à avoir des référentiels de mesures partagés, parce que les travaux de recherche, c'était certes sur la méthodo, mais c'était aussi sur les référentiels, c'est-à-dire, ok, j'ai une méthode, mais je suis aussi capable d'en dire un petit peu plus, parce que, à minimum, j'ai une gamme de variations, c'est-à-dire que voilà, je suis capable de dire sur mon territoire ou éventuellement pour un usage donné, je vais avoir une distribution. Donc ici, voilà, c'est un peu une courbe de distribution où voilà, la majorité des situations rencontrées se situe là. Voilà, ça permet d'avoir savoir où on se positionne. Si on se met, là, je suis plutôt dans les valeurs basses, là, je suis plutôt dans les valeurs hautes ou très hautes. Il n'y a pas forcément de jugement de valeur, mais ça permet déjà au moins de se positionner par rapport à ce qui existe. Un autre exemple, là, issu des indicateurs qui sont pilotés par l'OFB, là, des abondances de lombriciennes, par exemple. Et donc là, on est vraiment sur du descriptif, du positionnement. Donc c'est le minimum, en gros, dont on a besoin. Mais avec ça, on voit qu'on ne peut pas aller très loin dans le diagnostic. On peut éventuellement faire un peu de comparatif, mais c'est tout. Deuxième impact, et on le verra, on le redira, la biologie du sol est très fortement pilotée par son environnement. Hein, les organismes du sol, les fonctions qu'ils vont assurer, c'est beaucoup l'habitat. Est-ce que j'ai un habitat qui est dans de bonnes conditions? Est-ce que voilà, j'ai un toit? Est-ce que j'ai des conditions de statut acido-basique qui sont satisfaisantes? Donc du coup, le pédoclimat va être très important. Et puis on verra aussi les ressources en nutriments également. Donc là, pour certains indicateurs, on commence à avoir des méthodologies, comme là, je cite les indicateurs de biomasse moléculaire, donc proposés par l'INRAE Dijon, hein, qui ont été mobilisés dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols. Je ne prends pas le temps de redétailler ce réseau, mais on pourra y revenir lors des questions, où ça permet d'avoir des cartes au niveau français, alors à une maille assez grossière, hein, quand même, hein, 16 km², mais qui permet déjà de voir est-ce qu'il y a une logique géographique, mais surtout de commencer à identifier des impacts du type de sol, des impacts du mode d'usage, et donc être capable de commencer à proposer des explications, c'est-à-dire oui, j'ai telle valeur, mais c'est normal parce que je suis en milieu acide, parce que j'ai tel niveau de matière organique, ou parce que j'ai tel grand type de pratique culturelle. Alors attention, sachant que là, c'est grande culture, c'est tout type de pratique culturelle. On va pas, et c'est là où on pêche un petit peu dans ces référentiels-là pour l'instant, c'est que le système de culture à proprement parler, pour l'instant, n'est pas très bien pris en compte, voire pas du tout, hein, puisqu'on a tout regroupé pour avoir ces valeurs modales. Mais là, du coup, on est capable de tenir compte de la physico-chimie et du coup de se dire, comme ça, c'est ce qui explique principalement ma valeur. Si je m'écarte de ma valeur attendue par rapport à mon contexte pédoclimatique, ça veut dire que le reste, donc supposer mes pratiques, va avoir un impact sur ma valeur. Et donc, je commence à pouvoir poser un premier niveau de diagnostic. Et donc ça, étape suivante, ok, mais du coup, mes pratiques, comment je fais pour savoir l'impact qu'ils ont? Eh bien là, c'est les essais longue durée, c'est toutes les données qui peuvent être cumulées sur des essais factoriels ou pas. Là, je cite par exemple Caliagro, hein, où on reprend des apports différenciés de matières fertilisantes organiques qui ont des impacts sur le stock de carbone, mais qui vont avoir aussi des impacts sur un certain nombre d'indicateurs. Là, par exemple, la biomasse moléculaire, et on parlait de la qualité des apports organiques, à dose de carbone équivalente apportée, il n'y a pas le même impact sur ma biomasse moléculaire. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres effets qui vont favoriser plus ou moins mes organismes du sol. Donc là, on commence encore plus à pouvoir expliciter les choses, et puis on commence à pouvoir proposer des leviers en disant si je veux favoriser tel indicateur, mais surtout parce qu'il a telle fonction, telle pratique est plus efficace que l'autre. Sachant que là, on a beaucoup de références, on commence à avoir beaucoup de références sur les matières fertilisantes organiques. Les autres pratiques, parfois, c'est un peu moins simple à mettre en évidence des effets, notamment sur tout ce qui est interculture, et on le verra parce que, comme l'a dit Christine tout à l'heure, les essais dont on dispose, il n'y a pas énormément de biomasse forcément, et parfois, ce n'est pas suffisamment discriminant pour qu'on puisse voir des impacts. Donc voilà, on commence à avoir des choses. Et puis, le plus intéressant, en gros, c'est de dire, c'est pas mesurer les bioindicateurs pour eux-mêmes, mais c'est parce qu'on a dit, ils renseignent des fonctions du sol qui, potentiellement, sont plus difficiles à évaluer que la mesure elle-même de l'indicateur. Là, je reste chez Caliagro, et effectivement, un des effets revendiqués par la présence de vers de terre, c'est la porosité du sol. Hein. C'est ce qui est recherché quand on arrête de travailler le sol, pour favoriser ces organismes-là qui vont recréer de la porosité. Et effectivement, oui, entre le témoin et puis le compost d'ordures ménagères, avec des analyses tomographiques, on voit qu'il y a des différences de porosité. Alors, il y a d'autres moyens de le mesurer.
Et donc ça, là, on est capable après de proposer des interprétations en disant, bon, bah ok, là, je sais que plus j'ai de vers de terre, plus j'ai de porosité. A priori, ma porosité est bénéfique, donc le plus, le mieux. Et je suis après capable de dire, bah, du coup, les pratiques qui vont favoriser l'abondance des lombriciens, entre autres, devraient être bénéfiques sur ce paramètre-là. Et c'est là où on doit continuer à capitaliser des données, et j'y reviendrai tout de suite après, puisque autant on va commencer à bien connaître certains sens de variation, autant l'utilisation concrète sur des données chiffrées, c'est là où c'est pas toujours si simple que ça. Parce qu'effectivement, l'objectif ultime, c'est d'arriver à ça, ce qu'on a pour les analyses de terre, hein, c'est-à-dire des relations directes ou indirectes, mais en tout cas chiffrées, entre un niveau de richesse ici en phosphore et un niveau de rendement, ou un niveau de pH, et puis un niveau de rendement. Donc là, on est sur de l'opérationnel, où on dit, si mon objectif, voilà, c'est de ne pas être limitant en éléments, bah, il faut que ma richesse en phosphore elle soit à tel niveau, ou que mon pH il dépasse tel niveau. Donc là, j'arrive à vraiment du conseil opérationnel chiffré, où j'ai, voilà, moi, teneur en et donc seuil de renforcement, seuil d'impasse du comifère, par exemple. Et là, on a des vrais calculs qui sont capables d'être faits. Pour aujourd'hui, pour les bioindicateurs, on le verra, il y a très très peu, voire quasiment pas de relations de ce type-là qui existent. Et à raison sans doute, hein, parce que c'est des choses qui sont très très intégratives, donc c'est difficile de découpler les effets. Mais du coup, on a, et la prochaine étape, on verra des travaux qu'il y aura à faire, ce sera d'essayer d'arriver à faire peut-être pas des liens de cette manière-là aussi directs, mais justement d'aller vers cette opérationnalité pour justement s'en servir concrètement dans le conseil. Et donc, si j'illustre ce qui existe aujourd'hui, alors je reprends le cas de l'azote, désolé, hein, mais c'est celui où il y a le plus d'exemples. Hein. Pour la méthode du bilan, on en a déjà beaucoup parlé, mais l'idée, c'est de modéliser ou d'estimer les différents flux d'azote dans le cycle cultural, en gros, pour justement être capable de dire, bah, si je veux tel rendement, j'ai telle dose à apporter à tel moment. Et aujourd'hui, voilà, les méthodes qui sont utilisées reposent sur des infosystèmes de culture parce qu'il y a des abats qui ont été mis, du climat, en gros, quand c'est des modèles dynamiques, et puis des paramètres liés à l'analyse de terre pour évaluer certains flux. Là, je prends l'exemple des flux de minéralisation hein, qui sont estimés par des modèles. J'en cite un là, sur lequel on a pas mal travaillé, où là, c'est des paramètres d'entrée, texture, pH, calcaire, c'est sur N, donc il n'y a pas de compartiment biologique à proprement parler, même si ça traduit une activité biologique. Et puis, bon, là, sur le modèle, on rajoute aussi l'impact des pratiques. Donc, du coup, les bioindicateurs, là-dedans, ils pourraient effectivement nous aider à préciser ces différents postes. Et aujourd'hui, il y a un premier indicateur qui commence à être utilisé de cette manière-là. Alors, je mets biologique entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, mais parce qu'en fait, c'est une extraction chimique. Donc, on mesure pas directement de la biologie. Hein, c'est la méthode d'azote potentiellement minéralisable hein, qui... Vous voyez, là aussi, la méthode elle n'est pas récente. Et la première publie, c'est même encore 20 ans avant celle-ci. Et là, du coup, il y a eu des méthodes, des essais qui ont montré des relations directes entre la valeur de l'indicateur et puis des doses optimales en azote. Donc, on est capable, à partir de ça, de proposer des équations. Et d'ailleurs, cet indicateur est utilisé dans certains outils hein, que je cite ici, qui permettent de calculer plusieurs postes du bilan. Donc là, on a une véritable valorisation opérationnelle d'un indicateur qui précise plus que peut-être un effet physico-chimique, mais une fraction d'azote minéralisable. Voilà, on sait que cet indicateur-là, on continue à y travailler, à la fois sur la méthode de mesure et puis sur le référencement dans plein d'autres contextes. Mais voilà, mais sorti de cet exemple-là concret, où on va aller un petit peu plus loin que les paramètres physico-chimiques, en termes d'indicateurs biologiques utilisés aujourd'hui sur du conseil de dose, il n'y a pas tellement autre chose. Si je reprends ce qui est issu de Microbiotherm. Donc Microbiotherm, ça a été un projet où à la fois on a fait des grosses études biblio pour regarder à partir de toute la revue de littérature, hein, plusieurs centaines d'articles qui ont été passés en revue, pour regarder l'impact des indicateurs qu'on voyait sur les fonctions du sol et couplé avec des mesures terrain sur des essais longue durée pour voir l'impact des pratiques. Ce à quoi on aboutit, vous voyez, là, c'est des relations, c'est-à-dire en bleu, le plus, le mieux, en rouge, le moins, le mieux, enfin les relations. Et puis voilà, plus c'est foncé, plus en gros on a confiance dans la relation, c'est-à-dire que c'est revenu plein de fois dans la littérature. Et donc voilà, on a, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs que je ne prends pas le temps de détailler, des relations sur différents processus liés à la fourniture azotée ou aux pertes azotées. Donc ça, c'est des travaux qui ont été présentés lors du séminaire de clôture. Et donc, on connaît le sens de variation, relation entre indicateurs, on y a relativement confiance.
Pour autant, ça ne reste que le sens de variation. C'est déjà énorme comme information, mais pour autant, je n'ai pas de lien chiffré. Donc, je ne suis pas capable, à partir de ça, de rentrer ça dans une équation du bilan et de dire, si j'ai un petit peu plus de carbone microbien, je peux diminuer ma dose X de temps parce que j'ai estimé que j'ai une fourniture supérieure. Aujourd'hui, on sait que plus j'en ai, plus mieux ça va marcher, mais combien concrètement, et est-ce que je suis capable de calculer une fourniture azotée avec ça aujourd'hui, ce n'est pas encore faisable. On verra, il y a pas mal de choses, on y travaille. Donc du coup, on reste sur de l'utilisation en termes de diagnostic, mais après sur le conseil, c'est là où c'est encore un petit peu délicat. Agroécosol, on est allé un tout petit peu plus loin, mais on reste sur de la valorisation donc de ce qui a été fait dans Microbioterre, où là on va définir des notes de potentiel, c'est-à-dire que là aussi, on n'est pas sur de la note de kilo-hectare, c'est de la note de potentiel sur différents processus, donc minéralisation, perte N2O, lixiviation, fourniture en azote, décomposition des matières organiques fraîches, qui nous donne une note globale de ma fourniture en azote. Donc, par rapport à un potentiel attendu, là, on se positionne par rapport à un niveau de performance estimé ou mesuré à partir des indicateurs par rapport à un potentiel, donc en tenant compte du PDA climat haute, mais pour autant, on reste toujours sur du diagnostic de potentiel et toujours pas de lien chiffré, donc je n'ai pas d'équation pour calculer des doses d'azote concrètes ou pour raisonner les éléments. Donc au final, ça, ce cas sur l'azote, on le retrouve sur les autres éléments. C'est à peu près la même chose, voire même encore moins. Parce que autant sur l'azote et un peu sur le carbone, j'en ai pas parlé, on a des modèles, on est capable de modéliser des flux. Bon, sur les autres éléments, c'est un poil plus compliqué. Il y a eu des travaux sur le phosphore quand même qui ont été faits en termes de modélisation, mais qui se basaient plus sur des éléments de phosphore diffusibles ou autres, ou des potentiels de diffusion. Mais voilà, au début, on pensait qu'avec les activités enzymatiques, on serait capable d'apprécier un peu mieux les fournitures en éléments. On est capable d'identifier des situations où, a priori, le moteur biologique tourne plus vite, mais pour le phosphore, c'est organique, c'est un tiers du phosphore total, donc ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie qui est autre part, et du coup, c'est pas si simple que ça de relier ça directement à des fournitures. Donc du coup, c'est là où, plutôt que de parler de conseils de fertilisation, là, on va plutôt, sans doute, la fertilité organobiologique va nous intéresser dans la gestion de la fertilisation, donc quelque chose d'un peu plus global. Et notamment parce que, voilà, ça je vous apprends rien, mais les matières organiques, elles vont avoir des rôles centraux dans pas mal de processus et de fonctions qui gèrent la fertilité globale des sols, que ce soit la composante physique, chimique ou biologique, et leurs externalités. Et donc du coup, c'est plutôt une vision, là on en a déjà un peu parlé, systémique qu'il faut avoir là-dessus, et peut-être que c'est l'ensemble de ces éléments qui nous intéressent pour justement apprécier, et peut-être pas gérer direct les conseils de dose, mais plutôt la manière dont la fertilisation se positionne dans le système. Donc là, peut-être plus que la simple fourniture de nutriments, c'est est-ce que ces bioindicateurs nous permettraient de savoir si le végétal il est dans de bonnes conditions pour valoriser cette fertilisation, et est-ce que cette fertilité elle est durable, c'est-à-dire est-ce que j'ai un instant T, ça va bien, mais est-ce que c'est des choses qui vont perdurer dans le temps? Typiquement, voilà, une situation, là, niveau de richesse équivalent, là, la surface d'échange est plus forte, donc a priori, ce sera mieux valorisé. Donc, on va s'intéresser, certes, au cycle des nutriments, mais aussi à tout ce qui est porosité, structure, enracinement, parce que la valorisation de la nutrition, c'est aussi le végétal et son système racinaire. Donc, du coup, les indicateurs biologiques, on va aussi forcément les coupler à des observations terrain, si on veut avoir cette vision globale. Et bien sûr, les éléments physico-chimiques de l'analyse de terre, mais on ne peut pas s'affranchir de cet aspect-là, puisque lui aussi, le vivant, il est conditionné dans son environnement. Donc si on n'a pas une bonne vision de l'habitat et de l'accessibilité aux ressources, on manque d'informations. Et c'est là un des intérêts des bioindicateurs, c'est que du coup, certes, on n'a pas de relation chiffrée, mais pour les mêmes indicateurs, on a aussi des liens avec la transformation du carbone, avec la structure du sol, là aussi. Donc, un même indicateur peut nous renseigner sur plusieurs fonctions et plusieurs processus, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, puisqu'en les combinant entre eux, en les choisissant, on peut avoir des informations et donc nous dire, ah bah oui, là, de ce côté-là, ça va être plus favorable, mais là, ça va être un peu moins favorable. Donc, on est capable, là aussi, encore peut-être de trouver le compromis en mobilisant justement ces différentes analyses. Et donc ça, on l'a pour l'effet donc sur les fonctions, mais on le disait, il y a eu aussi beaucoup de travail dans Microbioterre sur l'impact des pratiques,
où là, il y a, à partir des essais longue durée qui ont été faits, plus de la littérature, on est capable de dire, ouais, les apports de produits organiques, c'est plutôt positif, les cultures intermédiaires, il y a certains indicateurs qui répondent plus ou moins bien, travail du sol aussi. Donc voilà, ça, je ne rentre pas dans le détail de la diapo, mais on commence à acquérir quand même des connaissances assez solides maintenant sur l'impact des pratiques. Donc, ce qui nous permet de positionner ça après en outil de conseil, parce qu'on ne va pas faire la mesure pour savoir qu'on travaille le sol, mais par contre, on sait que si on veut améliorer les choses et qu'on veut changer les éléments, on sait que ça va répondre dans le sens et dans quelle proportion. Donc ça, en fait, ces indicateurs combinés aux caractéristiques physico-chimiques et aux observations terrain, ils vont permettre de proposer un diagnostic du potentiel fonctionnel du sol et pas se limiter du coup uniquement à la gestion de la fertile, mais à regarder aussi l'ensemble des autres pratiques qui pourraient permettre justement de mieux raisonner l'apport, puisqu'on voit la fertilisation, c'est une interaction avec plein d'autres systèmes, d'autant plus quand on est dans des systèmes où on va avoir recours de moins en moins aux intrants externes ou aux intrants non renouvelables. Donc on essaye de maximiser l'ensemble des autres éléments, et ça, effectivement, les bioindicateurs là trouvent tout leur intérêt pour avoir une vision un peu plus globale de ces éléments-là. Et c'est ce qu'on peut proposer effectivement à Agroécosol. On a abouti à des propositions hiérarchisation de leviers à partir du diagnostic fonctionnel, à différents types de leviers agronomiques qui sont très connus. Il n'y a pas de révolution là-dessus, mais qui permettent d'être, en fonction des situations, hiérarchisés, priorisés. Et sur les apports organiques plutôt, ou minéraux, plutôt que les doses, c'est plutôt le type de matière fertilisante ou les dates d'apport qui peuvent être conseillées. Par exemple, sur le choix de l'organique, est-ce qu'un fumier, un compost est plus adapté, tel type de produit est plus adapté. Là, la partie organobiologique nous donne des éléments pour raisonner ce choix. Sur la dose, là, on n'a pas pour l'instant fait mieux que les paramètres physico-chimiques de l'analyse de terre pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il y a eu des avancées significatives, mais il faut effectivement toujours continuer là-dessus. Donc, pour raisonner le calcul de dose, il faut des relations concrètes, mathématiques. Donc là, il y a des travaux en cours, il y a des projets qui sont en cours de dépôt justement pour poursuivre l'acquisition de références sur les liens entre les indicateurs et les fonctions du sol, essayer d'arriver à des liens chiffrés, sachant que c'est aussi l'indicateur biologique peut avoir un effet intégrateur. C'est sensible au climat, c'est sensible aux pratiques, donc du coup on peut se poser la question de sa pertinence comme indicateur de suivi, mais du coup aussi il intègre un ensemble d'éléments, et donc du coup, contrairement peut-être à la méthode du bilan où on décompose les fournitures en différents postes, parce que c'est comme ça qu'on a les références, peut-être que des indicateurs qui vont mesurer les flux d'azote, ils vont mesurer un flux global, du coup qui sera valable uniquement à l'année où il est mesuré, mais du coup qui intègre tous les flux et qui sont peut-être plus précis justement pour tenir compte de la climato ou autre. Et on le voit effectivement, la biologie, c'est quelque chose de dynamique. Donc là, si on veut progresser dans ces aspects-là, la manière la plus efficace de les valoriser, notamment sur cette partie gestion-fertilisation, ça va être de les inclure dans de la modélisation pour tenir compte du climat. On voit l'aspect climatique et l'aspect dynamique. C'est extrêmement important. Et là, la partie bioindication pourrait nous aider à progresser dans ce système-là. Donc voilà, pour terminer, ce n'est pas peut-être tant sur le calcul de dose que ça va nous aider, mais plutôt l'intégration dans le système et puis peut-être justement mieux prendre en compte les autres pratiques qui impactent aussi sur le végétal et sa capacité qu'il aura à valoriser la fertilisation. Et donc pour, au final, peut-être pas tellement ajuster les doses, mais mettre le végétal dans les meilleures conditions pour valoriser cette fertilisation. Et j'en ai terminé. Merci. Merci. Alors, si on ne veut pas prendre de retard, on a 3 minutes pour des questions. Donc, si vous en avez, dépêchez-vous. Alain, là-bas, je crois. Merci pour. Je trouve que c'est un très très bon overview des problèmes des indicateurs qu'on a actuellement. Je fais partie aussi d'Indicasol, donc qui est actuellement une expertise INRA mandatée par le ministère de l'écologie pour faire aussi ce bilan-là. Et on a à peu près les mêmes problématiques. Je crois que depuis à peu près une dizaine d'années, on a toujours les mêmes problématiques. Et moi, je voulais même mettre l'accent sur. Alors, d'abord, c'est une vision intégrative que tu proposes, et je trouve que c'est bien, effectivement, de dépasser un peu le cadre de l'azote, mais aussi de regarder comment une structure de sol, tout ça, puis de voir regarder les compromis. Ça, je trouve ça effectivement extrêmement intéressant. Je voudrais dire même aussi que pour les indicateurs liés à l'azote, moi j'en utilise 2 par exemple, la mesure
d'azote classique avec l'extraction KCl, et aussi une mesure avec une membrane qui est censée plus représenter une membrane échangeuse d'ions qui est censée plus représenter donc ce que voit la racine. Et ben c'est deux mesures qui sont pas du tout corrélées. Donc même si on tape sur l'azote, on voit qu'en fonction de l'indicateur, et ben les prérogatives vont être un peu différentes. Donc c'était aussi de dire attention, ne vous fiez pas toujours qu'à un indicateur, essayez d'avoir peut-être même pour une même fonction plusieurs, et de faire le compromis un peu entre les voilà. C'était un peu un petit warning. Merci pour ce warning. Une dernière question. Ouais. Le micro arrive. Bonjour, Gilles Lacoten de l'UNIFA. Moi, j'avais une question sur l'acquisition de données. Parce que vous avez parlé de nouveaux projets, fin de suite. Quelle est la stratégie aujourd'hui d'acquisition de données de manière plus massive et voilà, pour diminuer finalement le coût d'acquisition des données, analyse de sol, etc., de manière très, très massive et pour pouvoir appliquer ensuite des technologies d'apprentissage massives également. Est-ce que c'est intégré dans les projets aujourd'hui? Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a des gros travaux qui ont été faits grâce au réseau de mesure de la qualité des sols. On a des bases de données. La première campagne, la deuxième campagne est en cours. Donc, effectivement, ça a permis d'extrapoler, d'avoir la carte que j'ai présentée, puis il y en a plein d'autres ou autres. Dans les projets, effectivement, on n'est pas encore sur cette notion de big data, déjà parce que il faut les structures. Alors, pour les analyses de terre physico-chimiques, il y a quand même la base de données des analyses de terre, BDAT, qui cumule pas mal de choses, qui est sous l'égide d'INRAE. Donc là, les valorisations qu'ils en font, c'est plutôt des statistiques descriptives. On n'est pas encore, effectivement, sur du deep learning ou autre. Il est clair que on aura sans doute besoin, vu la multiplicité des situations, d'avoir des modèles qui permettent d'avoir peut-être des acquisitions locales, mais après quelque chose qui va permettre d'extrapoler dans une situation, parce qu'on n'aura pas les moyens peut-être de mesurer toutes les parcelles tout le temps. Après, on peut le voir à l'inverse, de se dire qu'à l'aide des données dont on dispose déjà, à l'aide des infos sur les systèmes de culture, et il y a quand même des cartes de sol qui commencent à être de plus en plus précises sur les types de sol, parce que ça va quand même... Les gros drivers, ça va être argile, pH, matière organique. En gros, quand on a ces trois-là, déjà, c'est pas mal. Et texture, pH, matière organique, c'est plus difficile, mais déjà terre, profondeur de sol ou autre, il y a déjà des cartos qui existent. Et plutôt à l'inverse, de se dire, j'ai défini des zones plus ou moins homogènes en termes de type de sol, profondeur, pierrosité. Et c'est ces zones-là que j'ai définies et je fais une analyse dans cette zone-là que j'extrapole après à l'autre sans forcément avoir besoin de gérer la partie big data. Mais il y a des travaux, je sais, en cours là pour la valorisation aussi des images satellites, à la fois sur les biomasses végétales, mais aussi peut-être sur des paramètres de sol qui permettent justement de mieux cartographier. Sur la composante biologique, on en est encore loin, même si la variabilité est quand même très fortement liée, pareil, matière organique, texture ou autre. Donc déjà, quand on aura bien caractérisé ça, on y verra déjà pas mal. Mais en termes de stratégie, on en est quand même encore à gérer les connaissances à la parcelle. Et c'est vrai que cette vision un peu plus macro nécessiterait sans doute des programmes nationaux un peu plus coordonnés que je ne connais pas, en tout cas, moi, à mon niveau. Merci, on va s'arrêter là. Merci Mathieu, si tu veux rester par là.